Le général prendra toutes les dispositions pour répondre aux attentes du peuple congolais, comme il a dit lui-même ici, cette question épineuse. Je tiens à rappeler qu'en application de l'article 188 alinéa 5 de notre règlement intérieur, le débat sur une question orale n'est suivi d'aucun vote. Mais puisque l'auteur de la question n'est pas satisfait et a proposé la mise en place d'une commission d'enquête, nous allons sur pied de l'article 213 de notre règlement intérieur demander à la présidente de mettre en place cette commission d'enquête. Nous allons demander d'abord au rapporteur de l'Assemblée nationale de nous lire les dispositions qui nous donnent ce pouvoir ou à la plénière. Vous pouvez lire, puisqu'il est dit que quand l'auteur de la question intervient, le débat est clos. Il ne faut pas que nous-mêmes nous violions notre règlement intérieur. Donc, je crois à partir de 212, 213. Monsieur le DG, je crois que la tension a baissé un peu quand même. Monsieur le DG, la tension a baissé quand même un peu, artérielle. Parce qu'il y avait des tireurs à bout portant dans cette salle ici. Il y avait des tireurs à bout portant dans cette salle. L'opposé de Soumé, Christian n'est pas venu aujourd'hui, mais il a suivi quand même qu'on a fait des travaux à Kalemi. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, honorable président. L'auteur de la question orale ayant choisi de prendre la voie d'une commission d'enquête, la question de la commission d'enquête est prise en charge par notre règlement intérieur à partir de l'article 210. Et l'article 210 et suivant, je commence par 210, la commission d'enquête a pour objet de recueillir les éléments d'information les plus complets sur des faits déterminés dont l'Assemblée nationale n'est pas ou insuffisamment éclairée et de soumettre ses conclusions à l'Assemblée plénière. Elle peut aussi être chargée d'examiner la gestion administrative, financière et technique du gouvernement, d'une entreprise publique, d'un établissement ou d'un service public. La commission d'enquête est entièrement à charge de l'Assemblée nationale. L'article 211. La proposition ou la demande de création de la commission d'enquête détermine avec précision les faits qui donnent lieu à l'enquête et le ministère, l'entreprise publique, l'établissement ou le service public dont la gestion est à examiner. Elle est déposée au bureau de l'Assemblée nationale qui en saisit la plénière dans les 7 jours du dépôt. La commission d'enquête 212 est créée par une résolution de l'Assemblée plénière sur proposition d'un député, d'un groupe parlementaire, d'une commission permanente, du bureau de l'Assemblée nationale ou à la demande du Premier ministre. Elle peut être créée en toute session de l'Assemblée nationale. En dehors des sessions et en cas d'urgence, le bureau de l'Assemblée nationale exerce cette prérogative. Il en informe l'Assemblée plénière. Donc nous attendons de notre collègue Nsaré le projet de sa résolution qui va être bien sûr enrichi par les contributions des services de l'Assemblée et du bureau. L'article 213, donc l'Assemblée détermine l'objet de la mission, le nombre, la durée au regard du volume effectué et des diligences de l'enquête. Cette durée ne peut excéder 1 mois, sauf dérogation expresse de l'Assemblée plénière. Le président de l'Assemblée va nommer. Voilà, honorable président, quelques dispositions du règlement qui nous donnent l'économie générale et la démarche à suivre pour mettre notre commission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout est clair maintenant. Je crois que chacun de nous a suivi. Donc nous allons
nous allons demander à la plénière d'approuver que l'honorable émissaire puisse nous proposer la mise en place d'une commission d'enquête à la suite de sa question orale avec débat. Qui sont pour la commission d'enquête? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Honorable émissaire, vous êtes chargé de nous faire parvenir votre résolution en déterminant l'objet de la mission d'enquête. Honorables députés, chers collègues, cela étant, Monsieur le directeur général, nous vous remercions pour votre disponibilité et les éclaircissements fournis à l'auguste Assemblée sur les préoccupations des honorables députés. Si c'est, nous vous prions avec vos collaborateurs de prendre des congés de l'Assemblée nationale sous la conduite du protocole. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Nous invitons le protocole d'État à faire entrer dans la salle le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. En attendant, honorable Lopossé, vous avez demandé une motion aussi, Bastan Kousso. Il est sorti. Lopossé est sorti. Sans objet. J'ai la liste des motionnaires ici. Depuis hier. Votre nom c'est... Oui, je vous ai promis, oui, c'est vrai. Vous pouvez prendre la parole. C'est vous qui parlez. Vous ne vous appelez pas l'opposé. Ah, c'était l'opposé. Ah non, je suis plutôt habitué à l'opposé. Ça va, vous allez prendre la parole après la mine. Ah, oui, merci, honorable président, pour m'accorder la parole. Honorable président, je prends la parole par motion d'information. Honorable président, vous avez adressé une correspondance à date du 8 mai 2025 à Madame la ministre d'État, ministre à charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, demandant l'exonération des frais de participation aux examens d'État à faveur des élèves de l'Ituri suite aux préoccupations présentées par les coquistes de députés de l'Ituri, en rapport avec la situation sécuritaire socio-économique critique qui traverse actuellement notre chère province président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, le gouvernement de la République a tenu compte de cette demande et a décidé au cours du Conseil des ministres du vendredi 23 mai 2025 de prendre à charge les frais des examens pour les élèves finalistes du Nord Sud Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Vous savez, Président, une telle information circule vite. Et surtout que nous sommes dans les zones d'insécurité, ça vous le savez très bien, Président. Beaucoup nous ont appelés pour dire, transmettez notre remerciement au président de l'Assemblée nationale parce qu'il avait saisi officiellement le gouvernement de la République et aussi au président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et au gouvernement de la République. Oui, merci Président. Malheureusement, hier, honorable Président, il y a un communiqué. J'ai d'ailleurs le communiqué ici. Oui, il y a un communiqué de la sous-division d'Ariwa, signé par lui-même le sous-divisionnaire,
demanda aux parents des élèves de payer les frais que le gouvernement a accepté d'exonérer. Et d'ailleurs, vous allez voir sur le communiqué, il a écrit « Communiqué scolaire très urgent ». Et, honorable président, nous savons qu'il y a une procédure. Ça, c'est vrai. Il y a une décision au niveau du Conseil des ministres, mais il y a une procédure. Mais nous avions voulu, président. S'il vous plaît, honorable et chers collègues, Oui. les autres territoires ou sous-divisions de l'Itourie ont appliqué la décision du gouvernement. Oui, oui. Ça, Alors, il n'y a pas de problème. Saisissez-nous, on va demander qu'on suspende tout simplement ces merci, président. sous-divisions. C'est trop facile. Merci, président. Merci, président. Ok, merci. Écrivez-nous, on va écrire au gouvernement, on va les suspendre, c'est tout. Je vais vous saisir d'ailleurs aujourd'hui ou demain matin, président. Merci beaucoup. Merci, président. Nous souhaitons la bienvenue au vice-premier ministre Liaou dans cet hémicycle, auquel il est habitué d'ailleurs. Nous vous souhaitons la bienvenue et à l'ensemble de l'équipe très costaud qui vous accompagne. Honorables députés, chers collègues, le deuxième et troisième point de notre ordre du jour appelle l'examen et le vote de deux projets de loi suivants. Un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juin 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le deuxième projet, c'est le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/03 du 15/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents et des carrières des services publics de l'État. Nos délibérations sur ces deux projets de loi débutent par le débat général, conformément à l'article 158 de notre règlement intérieur. À cet effet, j'invite messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics à prendre la parole pour nous présenter l'économie de chacun de ces deux textes de loi. Vous avez la parole, monsieur le vice-premier ministre. Ah, il y a le fossé qui était là. Excusez-moi, monsieur Liaou. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et estimés collègues, je prends parole ce jour par une motion d'information portée à votre connaissance d'énormes difficultés que traversent les agents publics de l'État dans mon territoire de Bassam-Kouchou. Les agents et fonctionnaires de l'État de mon territoire en général et ceux de la santé, de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté en particulier connaissent des difficultés énormes en ce qui concerne leur mode de paiement des salaires. Cette situation sociale précaire et alarmante se résume, entre autres par les omissions de noms à répétition sur les listes de paye, le nombre élevé de nouvelles unités majoritairement dans le secteur de la santé et de l'éducation, le nombre élevé des agents matriculés non payés, le retard prolongé de paye allant jusqu'à 2 mois sans être payés dans le territoire de Bassam-Kouchou. Quant au secteur de la santé, il convient de retenir les difficultés et défis suivants. Manque de mécanisation des agents du secteur de la santé, manque de médicaments et manque de matériel spécialisé, manque de moyens de transport, les infrastructures sanitaires dans un état de délabrement très avancé, des médecins affectés dans les différents hôpitaux et centres de santé de référence travaillant sans prime des risques. S'agissant des agents porteurs de numéros de matricule
mais qui ne sont pas encore payés. Là, vous êtes en train de nous présenter un plan du développement de Bassam Koussou, ou bien vous faites une motion et vous résumez. Vous dites que nous avons des problèmes de mécanisation de certains agents, retard de paiement, mode de paiement. Vous nous écrivez, on transmet au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ministre de la Président, par rapport à cette situation. Oui, non, je n'engage pas un débat avec vous. Je suis en train de vous dire comment procéder, puisque nous n'allons pas suivre vos 25 pages ici, alors que... Non, c'est pas beaucoup, honorable. C'est beaucoup, j'ai déjà vu ce que vous faisiez. Non, non, c'est 2 pages seulement. Il reste 2 pages, c'est ça? Non, non, je suis à la fin. Bon, je vous accorde 3 minutes, vous terminez. Nous avons un nombre des agents matriculés mais non payés qui s'élève à 1666, dont 800 à la fonction publique, 630 à la santé et 236 à l'enseignement national. En ce qui concerne les agents non payés, à l'éducation, nous avions introduit les listes déclaratives au niveau du secrétariat général à l'éducation, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu une suite quant à ça et la situation persiste, honorable président. J'ai dit. Merci, honorable Fossé. Je n'oublierai plus, ni ne ferai plus de confusion de l'opposé, d'ailleurs qui est déjà sorti, et le Fossé. Ah, il est là, non, il n'est pas là, il est sorti. Et Soumeil d'ailleurs, tous les groupes là. Honorable député, chers collègues, nous allons à présent, l'émotion ça sera après, sinon le ministre doit rentrer en conseil des ministres après. Nous allons inviter le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, à prendre la parole pour nous présenter l'économie de chacun de ces 2 textes de loi. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus et représentants légitimes de notre peuple. Je voudrais avant tout, honorable Président, vous exprimer toute ma gratitude pour la sportivité, la diligence et la promptitude avec lesquelles vous avez daigné accepter d'offrir au gouvernement de la République l'occasion de présenter à travers mon ministère le 2 projets de loi cités par votre autorité, nonobstant les impératifs du calendrier parlementaire. Le même remerciement, je les adresse aux honorables députés. Cette prédisposition républicaine démontre à suffisance combien la Chambre que vous présidez si habilement porte bien à cœur le fonctionnement de nos services publics. Mieux, la situation du fonctionnaire congolais éprouve par ailleurs votre volonté, derrière celle du président de la République, chef de l'État, à doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur de sa grandeur.
Dans cette occurrence, je voudrais ici saluer les grands travaux d'accompagnement institutionnel et républicain que vous abattez ici, dans ces temples sacrés de la démocratie, chaque jour qui passe, afin de rendre possible le rêve que nous avons tous en partage, celui de l'avènement dans notre pays d'une administration publique efficace, efficiente, intègre, au rendez-vous du rendement et des résultats. Grâce notamment aux réalités découvertes lors de vos vacances parlementaires dans vos circonscriptions respectives, vous avez eu à maintes reprises, y compris lors de différentes plénières d'adoption de lois de finances, à tirer la sonnette d'alarme de votre gouvernement sur les différentes préoccupations des agents et fonctionnaires de l'État de l'ensemble du territoire national, spécialement ceux servant dans l'arrière-pays, dont les conditions de travail sont bien souvent jugées précaires, et c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que je parle des fonctionnaires de l'arrière-pays, permettez-moi, honorable président, d'exprimer toute ma sympathie et ma solidarité à l'endroit des milliers d'agents publics de l'État, ainsi qu'à tous nos compatriotes dans la partie est de notre pays qui traversent des moments particulièrement difficiles. Qu'ils soient rassurés que tout est mis en œuvre, afin de mettre un terme à ces cauchemars qui n'a que trop duré. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, dans son livre « L'essence de la décision », Graham Allison, chercheur et homme d'État américain, a noté, je cite, « Décider sans connaître, c'est choisir les yeux bandés. » Fin de citation. Ayant pris toute l'importance de cette citation et avant donc de vous présenter l'économie de projets de textes législatifs pour lesquels votre institution m'a fait l'honneur d'être invité à cette tribune, et dans le but de permettre aux honorables députés de saisir profondément l'esprit des innovations portées par les dits textes, vous me permettrez, honorable président, de profiter de cette opportunité afin de présenter succinctement, très succinctement, quelques éléments de contexte pouvant permettre à votre auguste chambre de lever les options qui s'imposent. Honorable président, honorables députés nationaux, il n'est un secret pour personne que notre administration publique est souffrante et nécessite une thérapie de choc. Si hier, elle était dans un coma profond, aujourd'hui, on peut affirmer qu'elle y est sortie, elle a ouvert les yeux, elle parle, elle s'alimente, mais elle est encore alitée et en plein traitement. Et les textes que nous venons très respectueusement soumettre à votre examen s'ajoutent donc sur la batterie des réformes que nous avions eu à porter ces dernières années afin de redresser la situation. Ainsi que vous le savez, le développement socio-économique de toute nation
est en dépendance directe du degré d'organisation et du bon fonctionnement de son appareil administratif, pivot de l'État. Il nous arrive souvent d'entendre qu'à la date du 30 juin 1960, lors de son accession à l'indépendance et à la souveraineté internationale, le Congo avait hérité d'une administration publique de bonne renommée et de très bonne réputation, exécutant alors ses missions avec efficacité, rendant des services publics de qualité et répondant aux besoins des citoyens. Mais au fil des années, cette renommée s'est progressivement effritée, avec notamment un cadre juridique obsolète, des cadres organiques non uniformes et inadéquats par rapport aux besoins réels en ressources humaines, avec comme conséquence la définition peu claire des missions et des structures des ministères entraînant les chevauchements des compétences. Le blocage du processus de départ à la retraite, entraînant un cumul de près de 200 000 agents à retraiter aujourd'hui, au nombre desquels on comptait encore hier malheureusement des nonagénaires, voire des centenaires. Le plus vieux avait 109 ans, croulant sous le poids de l'âge plutôt que de bénéficier d'une retraite honorable. Des recrutements et promotions en grade irrationnel, sans considération préalable des vacances de poste, faisant ainsi exploser les cadres organiques des administrations, tandis que la formation et les perfectionnements du personnel demeurent des véritables sujets de préoccupation. L'hypermatérialisation, due à un trop faible degré d'informatisation des services et les recours à des outils techniques de technologie et méthodes de gestion obsolètes. La précarité du fonctionnaire et de ses conditions de travail, entraînant des prestations de faible qualité, la démotivation presque généralisée à la suite d'un salaire marginal et disparate, un effritement des valeurs éthiques, de la conscience patriotique et du sens de l'intérêt général. Pas de cotation des agents, encore moins un système d'évaluation de leurs compétences. Une sécurité sociale et des soins de santé quasi inexistantes, des conditions de travail déplorables, des bâtiments délabrés, des mobiliers inexistants ou dépassés, des matériels de bureaux insuffisants et tellement vétustes, ne pouvant réellement servir, surtout en province et dans les entités territoriales décentralisées. L'absence d'une politique de rémunération et des avantages sociaux garantissant la dignité des commis de l'État et l'égalité de traitement devant la loi, entraînant la démotivation des fonctionnaires œuvrant dans les services moins bien rémunérés, pourtant vitaux pour la nation, et les déficits d'attractivité du secteur public, notamment par les jeunes. Une répartition déséquilibrée des effectifs entre Kinshasa et les provinces, la majorité d'agents étant concentrés dans la capitale, voire dans certains chefs-lieux de province, à cause de l'absence d'une politique d'attractivité des territoires, pour ne citer que ces mots-là. Face à ces tableaux sombres et à toutes ces faiblesses qui gangrènent notre administration publique depuis plusieurs décennies, particulièrement durant la période allant de 2001 à 2018, votre gouvernement, sous le leadership éclairé de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus respectueux,
votre gouvernement, disais-je, a bien voulu y réserver des solutions systémiques en lieu et place des réformettes. Depuis notre avènement, et sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, nous agissons d'abord pour assurer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec. Pour ce faire, après avoir procédé à l'identification biométrique de tous les agents des services publics de l'État, pour lesquels nous sommes présentement à l'étape de publication des annuaires alphabétiques et numériques, province par province, et nous poursuivrons très prochainement cette opération dans tous les services émargeant aux budgets annexes, ainsi qu'aux agents en activité dans les missions diplomatiques et consulaires. Pour les régimes général, ces opérations nous ont permis de partir d'un effectif déclaré de plus ou moins 1 450 000 fonctionnaires, agents et fonctionnaires, à plus ou moins 785 000 agents certifiés réguliers et 648 125 agents jusque-là effectivement identifiés. À travers l'identification biométrique sur toute l'étendue du territoire national, nous agissons pour l'avènement d'une administration où les effectifs, les actifs, retraités, rentiers de l'État, des effectifs de budgets annexes, où les alignements, en tout cas aux primes, sont contrôlés et réservés aux seuls agents publics et non aux doublons, aux fictifs, aux cumulards et autres détenteurs de faux numéros matricules. Nous rationalisons le fonctionnement des services publics en leur dotant chacun à ce qui le concerne d'un cadre organique définissant les missions, les postes d'emploi et les plafonds d'effectifs à ne pas dépasser. Ce faisant, nous mettons fin au chevauchement d'attributions entre ministères et services publics de l'État. 65 services sur 75 concernés sont désormais rationalisés. Et avant la fin de l'année, aucun service public ne devrait rester sur le carreau. Nous fluidifions la retraite et portons en nous l'espoir que notre pays cessera d'être le seul où le décès est l'unique voie de sortie de l'administration publique, où seule la tombe arrache les fonctionnaires de leur bureau de travail. Pour ce faire, nous pilotons la réforme ambitieuse de la sécurité sociale de toutes les catégories d'agents publics de l'État, garantissant à ces derniers des conditions de vie acceptables et humaines après leur mise à la retraite. Nous agissons pour faire triompher dans la fonction publique, notamment à travers l'ENA, l'École nationale d'administration, la promesse républicaine du droit à une égale accessibilité de tous les citoyens aux emplois publics, conformément à l'option assumée en faveur d'un rajeunissement compétitif et qualitatif. Nous recrutons donc désormais sur concours, donnant la chance à toutes les filles et à tous les fils de la République, sans préjudice, bien sûr, s'il est fait de quelques recrutements sur titre. Nous travaillons pour une administration publique où personne ne travaille sans percevoir son salaire à la fin du mois. Un salaire digne et équitable, qu'importe les services d'affectation ou le territoire de prestation. Je dois ici préciser que lors de notre arrivée aux responsabilités, nous avions trouvé plus de 691 000 agents non rémunérés. 691 000 agents non rémunérés, du fait notamment de recrutements irrationnels et budgétairement non programmés par le passé. De 2021 à 2025,
plus ou moins 176 000 agents ont été mécanisés et 122 000 plus ou moins autres alignés à la prime. Ce processus d'inclusion salariale se poursuit. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a procédé le 24 avril dernier au lancement des travaux de l'élaboration d'une nouvelle politique salariale dans le secteur public, devant nous permettre de rationaliser les rémunérations, de lutter contre les inégalités et les écarts salariaux injustifiés, mais aussi et surtout de redéfinir les règles en la matière, permettant ainsi de rémunérer non pas un numéro matricule, mais plutôt un travail accompli et une performance. Nous agissons pour que, dans un monde en pleine mutation, où la digitalisation devient un enjeu de gouvernance, de célérité et d'efficacité, notre administration devienne moderne et que l'on ne se déplace plus à des milliers de kilomètres juste pour un oui ou pour un non. Nous agissons enfin également, et nous n'avons pas peur de l'avouer, pour une administration publique qui assure la promotion du genre et la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence faites à la femme. Pour ce faire, nous avons élaboré et publié le document stratégique pour la promotion de l'égalité de genre au sein de l'administration publique. Ces deux projets de texte susévoqués visent donc non seulement à cristalliser les résultats des réformes entreprises, mais sont également porteurs de rupture et de renouveau dans le secteur public, puisqu'ils introduisent pour le premier des principes innovants de gestion des ressources humaines de l'État, du régime général, et pour le deuxième, l'impérieuse nécessité de doter les agents publics de l'État, autres que ceux de carrière, d'un mécanisme souple et adapté de sécurité sociale. S'agissant du projet de loi, Madame la Présidente, je m'inverserai par rapport à l'ordre que vous avez donné tout à l'heure. Je commence par le deuxième texte. C'est-à-dire le projet portant statut, qui est le texte principal, oui, et je chuterai avec le projet sur la sécurité sociale. Non, c'est autorisé. Merci. S'agissant donc du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, il y a lieu de relever que quelques insuffisances et inadaptations ont été notées dans la mise en œuvre au quotidien de cette loi, dont la révisitation vous est soumise, qui avait remplacé, souvenez-vous, plus de 35 ans après celle de 1981. Ces faiblesses ont été notées et ces projets de loi apportent quelques modifications phares concernant singulièrement les règles d'accès dans la fonction publique, la rationalisation de la gestion des carrières, l'évaluation des compétences des agents et la mise à la retraite. Premièrement, des règles d'accès dans la fonction publique. Il s'agit de rationaliser les processus de recrutement en éradiquant notamment les phénomènes NU dans la fonction publique. Vous les connaissez, ces phénomènes. Ce projet reprend sans équivoque
le principe d'égalité d'accès, la vacance préalable de postes et des programmations budgétaires préalables comme fondement de tout processus de recrutement, favorisant ainsi l'instauration d'une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. À partir de cette disposition, le gouvernement synchronise les processus de recrutement au regard des besoins de services exprimés, respectivement lors des conférences des effectifs et lors de conférences budgétaires, favorisant une politique efficace de la gestion des ressources humaines de l'État. Sont ainsi clarifiés les rôles des différentes autorités dans la nomination ou la titularisation des agents à l'entrée dans la fonction publique pour éviter la confusion entretenue entre la nomination ou titularisation d'un agent et son admission sous statut. L'âge de recrutement est refixé entre 18 et 35 ans. Deuxièmement, de l'instauration de la contractualisation dans la fonction publique. L'option levée par votre gouvernement est celle d'ouvrir la possibilité pour le service public relevant du champ d'application de la loi numéro 16/13 du 15 juillet 2016 de solliciter l'autorisation de recruter pour une durée déterminée, moyennant certaines conditions et modalités détaillées dans un règlement d'administration, le personnel contractuel, des fonctionnaires contractuels, des agents contractuels, donc sous contrat. Il s'agit d'un procédé exceptionnel qui concerne d'une part certaines catégories d'emplois requérant une certaine technicité ou une expertise spécifique, difficilement mobilisable, mais indispensable pour la réalisation efficace de politiques publiques. Et d'autre part, certains métiers relevant de la catégorie d'emploi d'exécution, éboueurs, paysagistes, cantonniers, etc., pour lesquels l'octroi des numéros matricules n'est pas nécessaire. Et ici, j'introduis en même temps la notion de la débureaucratisation de la fonction publique, parce que dans la mémoire collective, nos compatriotes, nos concitoyens pensent, lorsqu'il s'agit de la fonction publique, qu'être fonctionnaire, c'est travailler dans un bureau absolument. Et on a ainsi oublié qu'on peut être fonctionnaire de l'État et travailler manuellement dehors, comme paysagiste, comme éboueur, comme agent de surface. On a oublié cette catégorie de fonctionnaires. C'est pour cela que tous nos enfants vont dans des bureaux surplombés et qui n'ont plus d'espace. On en a de moins en moins dehors. Et nous voyons les spectacles que nos villes offrent à ce qui concerne le volet assainissement. Pour le métier relevant de catégories d'emploi d'exécution, justement, la loi fixe l'âge minimum à 18 ans, sans condition spécifique des diplômes, alors que pour les emplois requérant une technicité particulière et dans les buts d'assurer un encadrement législatif correctif, le recrutement n'est ouvert qu'aux personnes âgées d'au moins 40 ans et justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de compétences considérées à la date d'ouverture du processus de recrutement. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il est difficile d'utiliser un informaticien
garder des diplômes experts, un crack qui peut aider l'État, tout simplement parce qu'il a 50 ans. L'âge étant plafonné à 35 ans. Et ici, par cette innovation, nous ouvrons la possibilité pour l'administration publique, pour l'État, d'utiliser ses compétences. Parce que si nous ne les faisons pas, nous n'allons pas freiner l'hémorragie de la création de plusieurs structures d'experts autour de ministères, autour de nos administrations, pour pouvoir pallier à certaines faiblesses et appeler à des expertises rares. Cette réforme vise également d'attirer et de faire bénéficier au secteur public l'expertise acquise par certaines personnes, certains compatriotes de plus de 40 ans, je l'ai dit, pétris de talents et expertise accumulée aussi bien dans le secteur privé, para-étatique, que les organismes régionaux ou internationaux, dont la limitation actuelle de l'âge de recrutement à 35 ans, je l'ai dit, et les contraintes liées à la rigidité de la carrière dans la fonction publique constituaient jusque-là le point de blocage. Ils sont donc recrutés pour une période ne pouvant dépasser 5 ans, renouvelable une fois. Tout en restant dans les critères de recrutement des agents de carrière, un règlement d'administration est prévu pour déterminer les modalités d'exécution des contrats conclus pour ce faire. Troisièmement, de l'évaluation, cotation au signalement. Les caractères restrictifs de la cotation n'étant plus en phase avec la transformation fonctionnelle des services publics de l'État, il est plus que jamais opportun de réaliser une consécration des concepts évaluation en lieu et place de cotation ou du simple signalement. En effet, ceci semble plus compatible avec la gestion axée sur le résultat qui va induire le basculement vers le budget programme, parce qu'au bout d'une certaine période, maintenant, en principe, le chef hiérarchique et l'agent sous sa responsabilité discutent du niveau d'efficacité de ces derniers par rapport aux objectifs qui lui auront été assignés. Aussi, à chaque période de 3 ans, tous les agents de service sont soumis à un bilan de compétences permettant d'apprécier l'employabilité de chaque agent et de guider les possibilités de formation continue, d'encadrement ou d'évolution de carrière. Quatrièmement, de la retraite et du droit à la pension de retraite à titre posthume. La consécration de la retraite à titre posthume de l'agent qui décède en activité après la date à laquelle il avait rempli un des 2 critères de départ à la retraite, à savoir 65 ans d'âge et 35 ans d'ancienneté, est une innovation majeure en termes de justice sociale faite à celles et ceux des agents éligibles à la retraite qui sont surpris par la mort bien avant d'être effectivement mis à la retraite. Il s'agit donc là de la suppression, je l'ai dit tantôt, la suppression du décès parmi les circonstances de privation des avantages liés à la mise à la retraite. Par ailleurs, la loi introduit la possibilité de rappeler en activité sous régime d'agents contractuels et sans préjudice des conditions à préciser par règlement d'administration pour une période ne pouvant dépasser
12 mois, renouvelable une seule fois. Les fonctionnaires, rappelez donc les fonctionnaires déjà retraités, disposant des compétences spécifiques dont le service public pourrait encore avoir besoin pour son fonctionnement optimal ou l'encadrement des plus jeunes. Ceci entre dans le cadre de contrats intergénérationnels permettant aux plus vieux de transmettre leur savoir aux plus jeunes. Quant au deuxième projet, honorable Président, au deuxième projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, il répond à un souci de conformité aux dispositions des articles 12 et 36 de la Constitution de la République, au terme duquel tout Congolais a droit à une protection de la loi et l'État a l'obligation d'organiser un système de protection sociale pour tout citoyen. Alors la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui a complété l'arsenal juridique sur la sécurité sociale en République démocratique du Congo, alors porté uniquement par la loi du 15 juillet 2016 portant régime général de sécurité sociale destiné essentiellement au secteur privé, avait pour ambition de répondre à l'obligation constitutionnelle relative à l'égalité de droits et des protections devant la loi. Cependant, dans la mise en œuvre de cette loi, il est très rapidement apparu qu'il subsiste des catégories d'agents publics qui ne sont couverts par aucune protection sociale et qui sont exposés au risque de précarité quasi certaine, surtout qu'il s'agit de ceux qui exercent des fonctions éphémères, notamment des fonctions politiques. Des études ont démontré que leur exclusion du système tenait en grande partie de la précarité de leurs emplois, qui ne peuvent pas permettre de le prendre en compte dans un mécanisme de pension et de retraite par répartition. Aussi, il n'existe pas à proprement parler d'âge de départ à la retraite dans ce genre de métier. Et nombreux sont celles et ceux qui ont occupé des fonctions importantes dans notre pays et qui aujourd'hui sont malheureusement plongés dans une déchéance sociale indescriptible. Ainsi, le présent projet de loi modificatif a le mérite d'instituer un mécanisme de protection sociale contributif par capitalisation jugé plus adapté à la nature des emplois de ces catégories spécifiques d'agents publics qui ne font pas carrière et de ce fait ne peuvent souscrire au modèle traditionnel de sécurité sociale géré par répartition des charges et nécessitant une durée minimum de 15 ans de cotisation pour pouvoir prétendre à l'ouverture de droits à la sécurité sociale. À cet effet, une retenue à la source dont le taux sera déterminé par un décret du Premier ministre sera effectué sur la rémunération de chacun des agents assujettis et versé mensuellement à l'organisme gestionnaire qui est la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et cet organisme gère et fructifie les cotisations de l'agent
dans un compte individuel lorsque l'agent aura atteint 65 ans et qu'il aura cessé d'exercer l'un des emplois qui lui confère la qualité d'agent public, il pourra alors récupérer l'intégralité de ses cotisations, augmenter des intérêts générés. Néanmoins, même lorsqu'il n'a pas atteint 65 ans d'âge, l'agent qui a cotisé au moins 120 mois ou qui est frappé d'incapacité d'exercer un quelconque emploi peut bénéficier tout de même de l'intégralité de ses cotisations. À titre indicatif, seront assujettis au régime de sécurité sociale sur décrit les agents publics ci-après, les membres du gouvernement central, autres que le Premier ministre, les gouverneurs de province, les membres de gouvernements provinciaux, les membres des organes délibérants et exécutifs des entités territoriales décentralisées, les membres du Conseil économique et social, les membres des institutions d'appui à la démocratie, les membres de cabinets politiques de toutes les autorités, enfin des autorités politiques. Généralement, c'est des mandats politiques, président de la République, les membres du bureau, les membres de cabinet, donc des membres du bureau de l'Assemblée, les membres du bureau du Sénat, les membres du gouvernement, membres de la Cour constitutionnelle, les chefs de juridiction et des parquets y rattachés, les gouvernements provinciaux, les membres du bureau des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que les membres du bureau des assemblées provinciales. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple, telle est la quintessence des projets de loi soumis à votre Chambre législative pour examen et adoption. Je dis et vous remercie pour l'attention que vous avez daigné m'accorder. Merci. Je ne suis pas surpris par la clarté de la présentation de ces deux projets de loi de la part du vice-premier ministre que j'ai eu à côtoyer en tant que collègue au gouvernement. Nous avons besoin de cadres compétents dans ce pays. Il y en a. Il faut les chercher, on va les trouver. Je considère que l'honorable, le ministre Liao, vice-premier ministre Liao, compte parmi les cadres compétents de ce pays, puisque là, ce n'est pas facile de faire la réforme de l'administration agonisante. C'est vrai qu'à l'époque, on nous raconte que quand on était fils d'un enseignant, à l'école primaire, on comptait parmi déjà les privilégiés, les enfants des riches. Quand on était directeur de l'école primaire, on n'avait rien à envier à quelqu'un qui travaille à Kinshasa comme DG. Quand on était directeur à la fonction publique, c'était... Et même quand vous allez dans les autres secteurs comme la Banque centrale, moi j'ai vu des parents, des amis refuser d'aller au gouvernement parce qu'ils étaient tout simplement des directeurs des succursales de la Banque centrale à l'intérieur du pays. Nous-mêmes, nous avons bénéficié de ces régimes-là en tant que les enfants de la CADECO. Donc on vous donnait tout jusqu'au papier hygiénique. On vous prenait en charge la scolarité, les soins de santé. Alors maintenant, le vice-premier ministre nous a dit que si hier, c'est-à-dire avant lui, l'administration était dans les comas, aujourd'hui, il est en train de quitter la salle de réanimation, il a ouvert les yeux, et il titube encore, donc il essaye d'être réanimé. Et je crois que c'est vrai. C'est vrai parce que, effectivement, la superposition des cadres organiques, le poste organique, un seul poste, vous trouvez 4 agents. Ils vont se mettre dans ces bureaux-là comment et ils vont travailler comment. C'est ce que nous, les économistes, nous appelons la loi de rendement décroissant. Vous êtes 4 à un même poste et chacun croit que c'est l'autre qui va travailler. Finalement, personne ne doit travailler.
Les gens vont passer leur temps à parler de Real de Madrid, de Barcelone, de ce qui s'est passé le soir dans l'Enganda, au lieu de travailler. Ici, nous avons un problème très sérieux, c'est le départ en retraite. Le vice-ministre l'a dit. Les seuls pays au monde où les gens, finalement, ne profitent pas en se reposant de ce qu'ils ont rendu comme service à la nation. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils refusent parce qu'ils n'auront rien en partant. Ils ne refusent pas pour le plaisir de refuser. Qui peut refuser d'aller se reposer en touchant sa prime réelle et consistante de retraite? Personne ne peut refuser ça. Et donc ça, c'est un problème qui nécessitait effectivement d'être revu par une réforme. À son arrivée, plus de 200 000, c'est quand même incroyable. Et là, nous disons, le problème pléthorique des agents et des fictifs à la fonction publique. Il n'y avait qu'un seul remède. Il fallait justement informatiser le système, délivrer des cartes biométriques aux agents. Et aujourd'hui, le ministre est en passe de nous donner un recueil selon l'ordre alphabétique de tous les agents de la fonction publique. Donc, j'imagine que d'ici la fin de l'année, si vous allez sur le site de la fonction publique, vous pouvez vérifier si tel agent de Bassam-Koussou ou de Boyabo. Ok, ça va. Et réellement, agent est à quel poste? La répartition déséquilibrée de ces agents. Mais ça s'explique, ça va de pair avec l'exode rural, ça va de pair avec le dépérissement de toutes les conditions de vie dans les différents milieux ruraux. C'est un problème complexe, un problème effectivement systémique, un problème structurel. Ce n'est pas un problème conjoncturel. Il fallait donc une réforme pour résoudre ces genres de questions. Face à ce tableau sombre, justement, le vice-ministre nous a présenté le projet de loi modifiant, complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Et là, il propose justement des thérapies, notamment la maîtrise des effectifs, fini des histoires d'hésitation, c'est là où il a parlé des publications des annuaires, puisque ça ne peut pas rester statique. Il y aura des gens qui vont à la retraite, il y aura des gens qui seront recrutés. 1 400 000 après son travail, il est à 645 000 reconnus et payés. Ici, j'ai beaucoup aimé sa phrase, c'est la mort ou la tombe arrache l'agent de son bureau, de son poste à la fonction publique. S'il n'y a rien qui l'attire dehors pour la retraite, c'est très sérieux. Et monsieur le vice-ministre, je voudrais vous féliciter aussi. J'ai eu l'occasion de recevoir dans mon bureau un jeune directeur général de l'École nationale d'administration. Je me trompe rarement quand je me trouve face aux intelligences. Ce jeune-là, il est à sa place. Et je lui ai promis que moi-même, je viendrai animer quelques séminaires là-bas. Et je pourrais voir s'il y a des modules qui m'intéressent, que je pourrais suivre aussi. C'est très important, nous devons nous former régulièrement. C'est une très bonne chose que nous ayons notre École nationale d'administration. Il faut relever son niveau et lui donner toutes les lettres de noblesse qu'elle mérite. Vous aurez notre soutien. Les recrutements sur concours, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis la longue excursion que j'ai faite à travers les ministères en tant que conseiller, directeur de cabinet adjoint, ministre, vice-premier ministre,
président de l'Assemblée nationale 2 fois, vous serez étonné de voir comment les gens abusent. On nomme un nouveau ministre, il amène, il envoie tout ça dans l'administration. Voilà pourquoi depuis que je suis là, j'ai cette question des fonctionnaires et agents de l'Assemblée nationale. J'avais déjà dit au vice-premier ministre qu'elle fera l'objet d'un examen minutieux. Je n'ai engagé ni un attaché de bureau ou quoi que ce soit. Non, ça nous sommes en train de tuer nous-mêmes le pays. Puisque l'enveloppe reste la même. Mais vous engagez des gens et puis on arrive dans le dépassement budgétaire, on commence à se poser des questions. Nous saluons aussi l'effort de rémunérer les agents. Et je sais que ce travail, nous l'avions commencé quand nous fûmes directeurs de cabinet du président de la République. Et j'étais très content quand je vous ai rejoint au gouvernement de voir que vous aviez vraiment fait un long chemin dans ce travail-là. Les travaux de rationalisation des salaires dans la fonction publique, très important. Et public de l'État qui sont pour sa recevabilité, qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc, au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable, d'ailleurs à l'unanimité, le projet de loi ci-dessus rappelé. Nous en arrivons au deuxième projet de loi, qui sont pour sa recevabilité, qui sont contre la réforme de la fonction publique, qui s'abstiennent. Personne, ok. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics et de l'État. À ce stade, chers collègues, nous remercions les vice-premiers ministres. Nous suspendons donc l'examen de ces deux projets de loi et les envoyons pour examen approfondi à la commission mixte politique, administrative, juridique, sociale et culturelle. Nous accordons à cette commission mixte un délai de 7 jours maximum pour réaliser le travail lui confié. Nous invitons les collègues non membres de la dite commission à participer à ces travaux pour y apporter leur contribution. Cela étant, Monsieur le vice-premier ministre, nous vous remercions pour les explications fournies à l'Auguste Assemblée sur les deux projets de loi soumis à cette délibération. Et nous vous félicitons, vos deux projets de loi ont été reçus à l'unanimité. Nous vous prions, avec l'ensemble de vos collaborateurs, de bien vouloir prendre congé de l'Assemblée nationale. Peut-être que vous trouverez encore vos amis au Conseil des ministres. Voilà, merci, bonne soirée alors. Merci. Applaudissez quand même le ministre. Merci, 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 monsieur. Merci. N'en profitez pas pour faire des recommandations là-bas. Je sais qu'il y a des fonctionnaires qui vont... Honorables députés, chers collègues, le quatrième et dernier point de notre ordre du jour
est consacré au réexamen et au vote de la loi relative à l'aménagement du territoire. Comme vous le savez, il s'agit d'une loi renvoyée par le président de la République pour une nouvelle délibération sur certaines de ses dispositions conformément à l'article 137, alinéa 1er de la Constitution. Ce texte de loi revient en séance plénière après son réexamen par notre commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela revient à dire que nos délibérations vont porter respectivement sur les rapports et textes de loi élaborés par cette commission sur les observations du président de la République. Je demande aux membres de son bureau de prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leur rapport. Madame la Présidente, avec votre équipe. Ah, vous êtes déjà là. Honorable député, un peu de patience, suivons notre collègue. Est-ce que vous pouvez laisser le ministre partir? C'est pourquoi vous avez l'habitude de s'arrêter dans la salle alors que Sur le député qui vous arrête. c'est bien de commencer à le faire sur le ici. Prochainement, on va chercher une issue pour sécuriser les ministres. Ils vont commencer peut-être à sortir par ici. Asseyez-vous, honorable Elisée Tamboué, regagnez votre place. Rombo et compagnie là-bas, asseyez-vous s'il vous plaît. Adio. J'invite la présidente de la commission à prendre la parole pour nous présenter l'économie du rapport. Chers collègues, Caroline, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, à l'issue de la séance plénière du 7 décembre 2024, la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication avait reçu à l'Assemblée plénière pour examen approfondi et seconde délibération la loi relative à l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, et ce, conformément aux prescrits des articles 137 de la Constitution et 166 du règlement intérieur de notre Chambre législative. À cet effet, la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication s'était réunie successivement les 11, 12 décembre 2024, puis les 18, 19, 25 mars 2025 dans les salles des congrès et des spectacles du Palais du Peuple en vue d'accomplir la mission lui assignée. Sur ce, le travail de votre commission devait porter sur l'examen de 8 articles concernés par la nouvelle délibération tels que repris par la lettre de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bien avant l'examen des observations pertinentes formulées par le chef de l'État, la commission ATIENTIC, ayant suivi l'instruction du bureau de l'Assemblée nationale, consistant à recevoir tous les responsables sectoriels concernés pour la seconde délibération de ce texte de loi, a échangé avec ces acteurs ou ministres sectoriels sur l'incidence de la loi sous examen dans leur secteur d'activité respectif. Parmi ces responsables sectoriels ou acteurs, il y a cité
Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Plan, de l'Aide et de la Coopération au Développement. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable. Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Les représentants de la société civile œuvrant dans le secteur de l'aménagement du territoire. Après échange avec ces ministères sectoriels, les honorables députés membres de notre commission ATI-NTIC, convaincus de l'importance de ce texte de loi et de son incidence sur les autres textes sectoriels, avaient décidé à l'unanimité d'examiner article par article l'ensemble des dispositions du dit texte en vue de doter la République d'un instrument juridique cohérent et consensuel tenant compte des avis et considérations de tous les autres sectoriels. Aussi, la Commission avait retenu que la loi relative à l'aménagement du territoire nécessitait un examen approfondi sur plusieurs aspects relevés par les ministres sectoriels ou différents acteurs, notamment quant au conflit entre ce texte de loi et les lois existantes, à la politique mise en œuvre par le ministère de l'Aménagement du Territoire et les politiques sectorielles afin de prévenir les conflits de compétences. Ainsi donc, plus de 56 articles du texte de loi sous examen ont été identifiés comme porteurs de germes de conflits de compétences avec les ministères des Affaires foncières, de l'Environnement, du Développement du rural, de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que d'autres sectoriels, et heurtaient plusieurs dispositions des lois existantes en la matière. C'est ainsi qu'à la séance plénière du 11 avril 2025, la commission ATI-NTIC a présenté à l'auguste plénière une note technique sur la nécessité d'examiner l'ensemble de ce texte de loi en toute intelligibilité et connaissance de cause, tout en veillant sur les grandes articulations et composantes. Accédant favorablement à cette demande, un délai a été accordé à la Commission par l'auguste plénière aux fins de l'examen approfondi de l'ensemble du dit texte de loi. Y faisant suite, la Commission ATI-NTIC avait repris ses travaux les 28, 29, 30 avril, puis le 1er, 2, 3, 5, 6, 13, 16, 19 et 26 mai 2025 dans les salles de congrès et de spectacles du Palais du Peuple. Dans l'ultime but d'anticiper tout différend ou malentendu dans l'interprétation de ce texte de loi, elle a procédé à son examen en associant les experts des différents ministères concernés qui seront impactés par l'entrée en vigueur de cette loi relative à l'aménagement du territoire. À ce titre, la commission ATI-NTIC a bénéficié du concours technique du personnel politique et administratif de l'Assemblée nationale et des experts du gouvernement, ainsi que des organisations de la société civile dont les noms figurent sur la liste en annexe 2, 3 et 4 du rapport qui sera présenté par l'honorable rapporteur de la commission. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, le texte de loi, le rapport y relatif soumis à l'appréciation de l'Assemblée plénière à ce jour, sont les fruits d'un travail abattu dans un climat de sérénité. Aujourd'hui, l'écriture du texte de loi proposé est la résultante d'un consensus entre différents secteurs. Nous avons un texte de loi vidé de tout germe de conflit,
et qui répond à l'impératif de doter la République d'un instrument juridique qui permettra la mise en cohérence spatiale des politiques publiques, des programmes et des projets à tous les échelons dans une démarche ouverte, participative, coordonnée et intégrée. J'ai dit et vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et félicitations pour le travail. À présent, nous allons passer la parole au rapporteur de la Commission, mais avant cela, il y a une motion incidente du président de la PAJ, l'honorable André Mbata. J'ai qui comme ça vous répondre. Merci beaucoup, honorable président, distingués membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues. J'interviens ici au sujet de ce texte parce que si nos souvenirs sont bons, il avait été dit que ce texte qui avait été renvoyé par le président de la République pour des questions aussi importantes que celles de la constitutionnalité, il était dit que votre commission PAJ, Commission politique, administrative et juridique, pouvait également être associé à ce travail parce que ce n'est pas une mince affaire que le président de la République, chef de l'État, ait renvoyé un texte pour la seconde lecture. Or, à ma connaissance, la PAJ n'a pas été associée à ce travail et on a bien peur que si ce texte passe sans votre commission PAJ, le texte nous revienne à nouveau. C'est pourquoi j'ai introduit cette motion du président de l'Assemblée nationale pour dire que l'examen de ce rapport, pour l'examen de ce rapport et son adoption, votre commission politique, administrative et juridique devait également être associée. Voilà donc, honorable président, le sens de ma motion incidente. Honorable député, chers collègues, le directeur de séance, mais au niveau du bureau, c'est les rapporteurs. Vous pouvez aller non seulement rappeler ce que nous avons dit autrefois, et ce que disent nos dispositions au niveau du règlement intérieur. Je sais qu'il y a un débat des juristes autour de la question. Alors, quand vous mettez comme ça, c'est quoi là que vous avez pompé sur le micro? Merci beaucoup, honorable président. Nous remercions le président de la commission PAJ pour son observation, mais je voudrais d'emblée lui dire, respectueusement, amicalement, que cette loi n'a jamais été renvoyée pour une question de constitutionnalité, à moins que la commission puisse me dire autre chose. Donc les PV de plénière sont là et démontrent qu'il n'a jamais été question de constitutionnalité à ce stade. Deuxièmement, si nous prenons l'article 137 de notre Constitution et plus précisément l'article 166 du règlement intérieur, que je vais me permettre de lire in extenso, dans un délai de 15 jours après la transmission, le président de la Commission, président de la République plutôt, peut demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Dans le cas l'espèce, le président de la République avait renvoyé cette loi en citant à titre d'illustration un certain nombre d'articles qui ont été abordés par la Commission, et la Commission est allée même au-delà sur demande de la plénière. L'alinéa 2 dit que le président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée plénière. Celle-ci décide de son examen directement en plénière
ou de son envoi en commission. Cette plénière a envoyé ce texte à la commission article 20. Donc, c'est cette commission-là, celle-ci qui est devant nous, à qui la plénière a donné cette mission. Si la PAJ avait besoin de rejoindre la commission, eh bien, elle aurait pu venir nous approcher et nous aurons, avec beaucoup de plaisir, parce que c'était un ajout de compétences, mais ça n'a pas été fait. Le texte soumis à la seconde délibération, c'est le dernier, est adopté, soit sous forme initiale, soit après modification à la majorité. Donc aujourd'hui, la commission nous présente les textes qu'elle a modifiés et nous sommes là tenus dans cette obligation-là. Sortir pour aller chercher un débat sur la constitutionnalité, c'est aller outre-appétitage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Prof, je crois que vous avez l'explication que vous attendiez. Et donc, nous allons passer la parole au rapporteur de la commission pour nous donner l'économie de son rapport. Je vous conseille de commencer au point 2 du déroulement, à la page 5. Vous vous arrêtez là et vous passez directement. Prenez d'abord votre texte pour que nous puissions le censurer ensemble. Vous allez à la page 5. Page 5 du rapport. Du déroulement des travaux. Point 2, page 5, déroulement des travaux. Et donc on saute toute la page 6, n'est-ce pas? Monsieur le rapporteur de suivre. On saute toute la page 7. Et on va directement à la page 8, au point 2, 4, 3, de l'examen article par article, proprement dit, de la loi relative à l'aménagement du territoire. Il s'arrête là-bas. Ah d'accord. Donc je rectifie. Pardon? À le moment, on fait quoi? C'est qui parle au nom de maman? C'est une voix d'homme, ça. Ah, Balthazar. C'est quelle maman qui t'a téléphoné pour te dire qu'elle souffre? Ah, mon Dieu. Mais vous en faites pas. Le président de la République a dit qu'il va nous arranger cette salle plénière. Je ne cesse de plaider pour la salle plénière, les installations hygiéniques, le bureau, tout ça. Ça fait la honte. Hein? Donc nous tous ne croyez pas que nous sommes contents de voir tout ce qui sort de vos pupitres là-bas. C'est peut-être des éléments cancérigènes, on ne sait pas. Ah d'accord. Ah, vous avez déjà fait une synthèse. Voilà. J'étais en train de me fatiguer pour rien. Le rapporteur a déjà fait une bonne synthèse. Vous avez la parole, c'est Pichou. Toby, je me confonds avec Pichou. Toby. Bon, c'est la dernière fois que j'oublie votre nom. Je vous le promets maintenant. Honorable Toby, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés, chers collègues, soucieux de doter notre pays d'un instrument juridique consensuel assurant une meilleure planification spatiale des espaces physiques destinés aux différents usages, la commission anti-antique a utilisé l'approche suivante. Identifier les articles concernés par les observations contenues dans la correspondance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vérifier et contrôler
l'incidence des modifications opérées à la suite des observations contenues dans la lettre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la cohérence de l'ensemble du texte des lois relatifs à l'aménagement du territoire. Échanger avec les différents ministres sectoriels concernés par le champ d'application de la loi sous examen en vue de recueillir leurs avis et lever les options fondamentales. Organiser un débat général sur la nécessité d'examiner l'ensemble du texte de loi. Examiner article par article les textes de loi sous examen afin d'opérer les arbitrages conciliants. Et enfin, rédiger et adopter des rapports irrélatifs. Au terme du débat général engagé sur l'examen du texte de loi sous examen, la commission anti-intique a arrêté les options suivantes. Analyser minutieusement les observations contenues dans la correspondance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Examiner article par article l'ensemble du texte en vue de rencontrer et analyser la pertinence des préoccupations soulevées par les ministères sectoriels sur les 56 dispositions identifiées comme porteuses des germes potentiels de conflits de compétences. Aplanir les divergences constatées entre les différentes parties et procéder des arbitrages consensuels. Proposer une meilleure écriture du texte des lois intégrant les aspirations des uns et des autres. Ainsi donc, nous nous remettons à la sagesse du Bureau de l'Assemblée nationale pour la lecture succincte des grandes lignes du rapport soumises à l'appréciation de l'auguste plénière. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, à la lecture des observations faites par le Président de la République sur les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire, votre commission a noté ce qui suit. 1. Modifications proposées par le Président de la République. Les modifications proposées par le Président de la République étaient essentiellement de nature de forme, n'énervant aucunement le fond de l'ensemble du texte et ne présentant aucune incidence sur sa consistance et cohérence. 2. 8 articles seulement ont été renvoyés à l'Assemblée nationale pour seconde délibération. Il s'agit des articles ci-après: 15, 27, 55, 57, 89, 131, 135 et 144 du texte des lois sous examen. 140 du texte des lois sous examen. Sur les 8 articles concernés par les dites observations et faisant objet de la seconde délibération par votre commission, un seul article a été maintenu tel que. Il s'agit de l'article 55. 7 articles ont été adoptés moyennant observation du Président de la République. Il s'agit des articles 15, 27, 57, 89, 131, 135 et 140. 2 articles ont subi des modifications à la suite de l'incidence de l'intégration des observations du Président de la République. Il s'agit des articles 14 et 90. Pour des raisons évidentes à la pertinence et cohérence de l'ensemble du texte des lois sous examen, votre commission a examiné les dispositions potentiellement conflictogènes soulevées par les différentes parties, et c'est suite à la décision de l'Assemblée plénière du 11 avril 2025. De l'examen des 143 articles du projet de loi sous examen, la commission anti-intique relève que 35 articles ont été adoptés sans amendement. Il s'agit des articles 7, 12, 13, 14, 31, 35, 55, 59, 60, 64,
65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 94, 97, 112, 113, 121, 126, 142 et 143. 82 articles ont été adoptés moyennant amendement. Ce sont ces articles 1er, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 110, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140 et 141. 24 articles ont été supprimés. Il s'agit des articles 18, 23, 24, 25, 28, 33, 37, 50, 51, 99, 103, 105, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 136, 137 et 139. 2 articles ont été délocalisés. Il s'agit des articles 26 et 108. Un seul article a été créé. Il s'agit de l'article 51 bis. Toutes les modifications apportées au texte de loi sous examen ont été suffisamment motivées article par article dans les rapports relatifs distribués aux honorables députés nationaux. L'exposé des motifs a subi quelques amendements pour en clarifier la portée et renforcer la cohérence du texte de loi. Ainsi donc, les textes de loi adoptés en commission A corriger certaines incohérences constatées et vider des chevauchements des compétences, clarifier l'utilisation de plusieurs concepts déjà repris dans les lois existantes et les cadres institutionnels entre État, provinces et les entités territoriales décentralisées. Intégrer les politiques sectorielles et les perspectives de développement durable. Redéfinir les outils de planification spatiale. Introduire un mécanisme de suivi d'évaluation et de contrôle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, sur les 73 membres qui composent la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, 52 membres ont pris part au vote. 52 membres ont voté pour. Aucun n'a voté contre. Aucun ne s'est abstenu. Pour les travaux de votre commission, nous avons un texte de loi juridiquement cohérent, politiquement consensuel et techniquement acceptable. Certes,
les travaux abattus par votre commission restent et demeurent une œuvre humaine susceptible de perfection. Avec ce texte de loi, nous avons un outil de planification spatiale qui assurera à coup sûr l'organisation rationnelle, équitable et durable de nos espaces physiques. Telles sont les conclusions des travaux de votre commission qu'elle vous demande d'approuver à l'unanimité. Jeudi. Voilà, merci beaucoup, nous vous remercions beaucoup, honorable Toby, le rapporteur de la commission. Il y a le vice-premier président de l'Assemblée nationale qui demande une intervention. Voilà. Il s'appelle Carburant. Ah bon, pourquoi? Honorable Jean-Claude, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, honorables députés nationaux et très chers collègues, je viens juste pour un éclaircissement et j'interviens exactement sur cette loi. Comme vous avez suivi les termes de notre commission, que je félicite pour le travail abattu par ailleurs, d'avoir trouvé une loi politiquement consensuelle, ce qui explique exactement qu'il y a eu des soucis autour des principes qui doivent guider l'élaboration d'une loi et sa neutralité. Je note par ailleurs que ça peut ressembler à une petite indélicatesse que je prenne parole devant ce micro, pourtant membre du bureau, et davantage le membre du bureau chargé de la législation, supposé avoir pris pleinement connaissance du déroulement de cette loi et de son orientation. Et je viens m'adresser à vous, honorable président, et à la plénière pour présenter des excuses pour cette petite indélicatesse, comme je l'ai nommée. Ici, je note, honorable président, que au départ, je ne viens pas pour bloquer les discussions de la loi et son adoption, mais pour prévenir les dérives d'avenir. Pour quelles raisons? Premièrement, je n'ai pas trop justifié le recours à la demande d'interprétation d'une disposition constitutionnelle pourtant claire, qui a permis à la Cour constitutionnelle d'utiliser dans son arrêt un style qui n'est pas permis dans les relations entre institutionnelles dans un régime de séparation des pouvoirs comme le nôtre. Je signe ici l'expression « enjoint l'Assemblée nationale à procéder ». Il n'est pas de droit dans notre architecture institutionnelle que la Cour constitutionnelle enjoigne l'Assemblée nationale à légiférer. C'est une matière autonome qui relève de compétences exclusives de l'Assemblée nationale. Je crains par l'adoption de cette loi sous contrainte de la Cour constitutionnelle la légitimation des petites modifications subtiles à la Constitution qui risqueraient de ressembler à fraude à la Constitution qui vont emballer la République dans des confusions. Pourquoi je dis ça? Nous sommes, et c'est bien clair, nous l'avons reconnu tous, en train de légiférer sur une matière que la Constitution précise qu'elle n'est pas du domaine de la loi.
Et la Constitution dit clairement que cette matière est du domaine du règlement. Parce qu'elle note que toutes les matières qui ne sont pas du domaine de la loi sont bien du domaine du règlement. Et c'est l'article 128 de notre Constitution qui énumère à l'article 122 et à l'article 123 les matières qui sont du domaine de la loi et de manière exhaustive, et que cette matière ne figure pas. Vous pouvez les citer. Vous avez la Constitution. Elles sont tellement nombreuses. Si vous permettrez, honorable président, que je cite. Non, c'est bon, vous pouvez continuer. Quoi qu'il en soit, cette matière ne figure pas, et la conclusion que tire la Constitution en son article 128. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Curieusement, lorsque l'Assemblée nationale, pour des raisons que je ne m'explique pas, saisit la Cour constitutionnelle pour interpréter cette disposition pourtant claire, la Cour fonde la constitutionnalité de cette loi plutôt sur l'article 103 et elle précise en son point 16. Et pourtant cet article porte sur toute autre chose que des matières du domaine de la loi. Cet article est ainsi libellé, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution. Les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Et lorsque la Constitution énumère des matières comme de compétences concurrentes du pouvoir central et des provinces, elle ne dit pas que ces matières sont du domaine de la loi. Elles sont concurrentes et peuvent bien être du domaine du règlement. Et on ne peut pas s'imaginer que parce que ces matières sont du domaine concurrent, elles deviennent du domaine de la loi. Retirant ainsi aux provinces leurs prérogatives, et ce, en violation parce que l'arrêt vient modifier la Constitution, en violation de l'article 220 de la Constitution, qui ne permet pas que les compétences propres aux provinces fassent l'objet de modifications constitutionnelles. Il faut donc qu'on note que cette confusion crée une conflictualité inutile et davantage rajoute à des conflits abondants qui existent déjà en matière de compétences entre les provinces et l'État central. Nous savons que nos provinces ne sont pas décentralisées, elles sont régionalisées et elles ont leurs législateurs. Que deviennent par exemple des autorités réglementaires provinciales lorsque nous légiférons sur les matières qui en province sont du domaine du règlement et du pouvoir du gouverneur de province. Et nous arrogeons ici le pouvoir de retirer aux gouverneurs de province et aux autorités administratives de province leurs compétences réglementaires en cette matière que la Constitution leur a dévolue. Je crois que nous sommes dans la triche et que tout en faisant partie de leurs compétences et que nous légiférons aujourd'hui, obéir à ce que la législation passée a dû faire ici. Et en ce que je sache, à part les lois promulguées, une législation ne lie pas l'autre. Nous avons l'obligation de corriger cet art qui risque de nous emporter tous. Et même le chef de l'État, lorsqu'il a renvoyé cette loi, j'ai bien aimé la lecture qui risque de devenir une habitude. Pourquoi désormais, lorsque l'exécutif voudra bien faire des passages en force sur les matières qui ne sont pas du domaine de la loi,
on va recourir à l'interprétation de la Cour. Je dois noter ici qu'en même temps qu'il nous est interdit d'interférer dans l'action de la Cour ou des législateurs, c'est ça même la séparation des pouvoirs. Je crois avoir dit, honorable président, et je continue de rassurer que l'adoption de ce texte est une violation de la Constitution parce que cette matière n'est pas du domaine là. Merci, honorable. Je vois qu'il y a les deuxième vice-président, c'est les rapporteurs. Il y a les rapporteurs. C'est maintenant un combat de coq au niveau du bureau. Il y a les rapporteurs. Sera suivi l'article 137. Parce que nous sommes dans une nouvelle délibération.